Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, la géopolitique a une adresse, le détroit d'Ormuz. 21 000 nautiques qui conditionnent le prix de votre énergie, la trajectoire de vos taux et l'équilibre d'une économie mondiale qui n'avait pas besoin de ça. Depuis ce week-end, ce passage stratégique est redevenu une zone de guerre ouverte. Double blocus, cessez-le-feu qui expire demain, négociations au bord de l'impasse et dans ce chaos, un acteur inattendu qui sort du silence, la Chine. Pendant ce temps, à Washington, la Cour suprême inflige à Donald Trump une défaite commerciale historique sur les droits de douane. Trois fronts, un seul monde et des marchés qui naviguent à vue. Au programme de cette édition, l'état exact de la crise d'Ormuz et ce qu'elle signifie pour vos portefeuilles, le pari géopolitique de Pékin et pourquoi il pourrait tout changer, le remboursement historique des droits de douane aux entreprises américaines et enfin les 5 scénarios qui se jouent en ce moment à Islamabad dont dépend le prix du pétrole de demain matin. Hormuz, 2 syllabes, un détroit. Et ce matin, une fracture ouverte au cœur de l'économie mondiale. Par ces 21 000 nautiques transitent, vous le savez, un cinquième du pétrole mondial. Et depuis ce week-end, eh bien, c'est une zone de guerre. Conséquence directe sur vos portefeuilles, le Brent s'affiche à 95 $ le baril. Les valeurs énergétiques européennes progressent mécaniquement. La BCE, la Banque centrale européenne, elle, surveille avec une inquiétude croissante une inflation importée qui compromet sa trajectoire de baisse des taux. Le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran expire demain et aucun des deux camps ne semble disposé à céder. Donald Trump joue sur les deux tableaux simultanément, menace militaire d'un côté, espoir diplomatique de l'autre. Une ambiguïté parfaitement calculée qui entretient la prime de risque et maintient le pétrole à des niveaux que l'économie mondiale peine à absorber. Téhéran, de son côté, refuse catégoriquement tout retour à la table tant que Washington maintient ses exigences maximales. Ce week-end a failli basculer. L'Iran a rouvert le feu dans le détroit. La marine américaine a saisi un navire iranien. Téhéran crie à la piraterie et 27 navires ont été refoulés vers les ports iraniens depuis le début du blocus. Trois fractures structurent ce conflit et en détermineront l'issue. La première est énergétique, avec le Brent à 95 $ contre 70 avant la guerre. Goldman Sachs estime qu'un blocage prolongé d'Ormuz pourrait pousser le baril au-delà de 120 $, un seuil récessif pour la zone euro qui forcerait simultanément la Fed à revoir sa politique monétaire. La deuxième fracture est nucléaire. Washington exige un démantèlement complet. Téhéran refuse toute capitulation publique. Le fossé reste aujourd'hui infranchissable. Et la troisième, eh bien, elle est régionale. Au Liban, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, affronte déjà Israël avec plus de 2290 morts. Tel Aviv combat désormais sur 2 théâtres simultanément. Une usure stratégique qui fragilise l'ensemble du Moyen-Orient. Et pour vos investissements, eh bien, la ligne de conduite est claire selon les analystes. Tant qu'Ormuz reste instable, les valeurs pétrolières et de défense surperforment, les compagnies aériennes et la chimie souffrent et l'or joue son rôle de valeur refuge. Un aveu révélateur est venu de Trump lui-même qui a contredit son secrétaire à l'énergie en affirmant qu'un accord ferait des ravages sur les prix du brut. Traduction, cette guerre est désormais un instrument de pression économique autant qu'un conflit à résoudre. Deux échéances dans les prochaines heures, la décision de Trump sur le renouvellement du cessez-le-feu et l'ouverture des pourparlers à Islamabad. Si les négociations n'ont pas repris avant ce soir, eh bien, préparez-vous à une ouverture extrêmement volatile demain matin. Et pendant qu'Ormuz retient son souffle, Pékin avance ses pions en silence. Xi Jinping a appelé personnellement hier le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pour exiger un cessez-le-feu immédiat et le rétablissement d'un transit sûr à travers le détroit. Une intervention sobre dans la forme, mais considérable dans ce qu'elle révèle sur l'état du monde. Pourquoi la Chine sort-elle du silence maintenant ? Eh bien, la réponse est d'abord arithmétique. Premier importateur mondial de pétrole, Pékin paie chaque jour davantage la paralysie d'Ormuz. Chaque dollar supplémentaire sur le baril représente plusieurs milliards de dollars annuels de surcoût pour une économie déjà sous pression. Xi Jinping n'a pas appelé Riyad par idéalisme, il a appelé parce que ses intérêts vitaux sont directement menacés. Mais l'appel
dit bien plus que cela. En se positionnant simultanément comme partenaire stratégique de Téhéran et interlocuteur privilégié de Riyad, la Chine occupe exactement la case que les États-Unis ont abandonnée en entrant en guerre, celle du médiateur crédible. Et Xi se présente en défenseur du droit international et de la stabilité mondiale, un narratif taillé pour les pays du Sud global qui cherchent une alternative à l'hégémonie américaine. C'est un repositionnement géostratégique de première importance, patiemment construit depuis des années, qui trouve aujourd'hui son moment. Pour les marchés, ce développement introduit une variable que les investisseurs n'avaient pas encore intégrée, un scénario de désescalade rapide porté non pas par Washington, mais par Pékin. Et si la médiation chinoise convainc Téhéran de revenir à la table avant l'expiration du cessez-le-feu demain, eh bien le Brent, actuellement à 95 dollars, pourrait corriger de manière brutale. Les valeurs pétrolières et de défense qui surperforment depuis le début du conflit sont donc exposées à un retournement soudain. À l'inverse, si Pékin échoue, ou si Washington rejette toute médiation extérieure, la prime de risque s'installe dans la durée avec un baril pouvant franchir les 120 dollars. Le signal à surveiller ce matin n'est donc plus seulement dans le Golfe Persique, il est dans la réponse iranienne à l'appel de Xi Jinping et dans la capacité ou la volonté de Trump d'accepter qu'un rival stratégique joue les pompiers à sa place. Car si la Chine réussit là où l'Amérique a échoué, ce sera le vrai résultat géopolitique de cette guerre, bien au-delà du prix du pétrole. Poursuivons avec les droits de douane américains, car pendant que le Golfe s'embrase, c'est sur le front commercial qu'une page se tourne ce matin aux États-Unis. Le portail de remboursement des droits de douane invalidé par la Cour suprême américaine est entré en vigueur hier. Et des milliers d'entreprises américaines se sont littéralement ruées dessus dès 8 heures du matin. La scène dit tout sur l'état de l'économie américaine après une année de chaos douanier. Rappel des faits, en février, la Cour suprême a invalidé les droits de douane d'urgence imposés par Donald Trump, lui infligeant une défaite juridique majeure et ordonnant au gouvernement fédéral de rembourser jusqu'à 166 milliards de dollars aux importateurs lésés. Hier, le portail des douanes américaines a ouvert ses portes et l'affluence a été immédiate. Le PDG de Learning Resources, fabricant de jouets éducatifs, a résumé la situation avec une image que tout le monde comprend. Je le cite, c'était comme si tout le monde cliquait en même temps pour acheter des billets d'un concert de Taylor Swift. Les premiers retours techniques sont encourageants. Le système n'a pas planté, les soumissions sont acceptées en masse et les remboursements devraient être traités sous 60 à 90 jours. Au 9 avril, 56 497 importateurs avaient déjà effectué les démarches nécessaires pour un montant cumulé de 127 milliards de dollars, soit plus des trois quarts du total remboursable. Un chiffre qui illustre à lui seul l'ampleur du préjudice subi par le tissu économique américain. Derrière le soulagement technique, la frustration reste vive. La Cour suprême a dit qu'ils sont perçus trop d'impôts. Alors pourquoi dois-je leur demander de me les rembourser? Cette phrase de Rick Waldenberg, dont l'entreprise réclame 10 millions de dollars, résume l'absurdité d'une situation où des PME ont dû mobiliser des équipes entières dans des salles de crise, payer des courtiers en douane et déposer des milliers de dossiers pour récupérer de l'argent qu'elles n'auraient jamais dû verser. Pour les marchés, ce dénouement mérite attention. Ces remboursements constituent une injection de liquidité significative dans le tissu des PME, importateurs, fabricants, distributeurs qui ont absorbé ces coûts sur leur marge depuis un an. Pour certains secteurs, comme le jouet, l'électronique grand public ou bien encore le textile, ce flux de trésorerie retrouvé pourrait soutenir les résultats du deuxième trimestre. Le signal de fond reste néanmoins préoccupant. Une année de droits de douane en constante évolution a profondément désorganisé les chaînes d'approvisionnement mondiales et les entreprises qui ont reconfiguré leur flux logistique à grands frais ne récupéreront pas ces investissements par un simple remboursement douanier. Le vrai enseignement de cette séquence est politique autant qu'économique. La Cour suprême américaine a dit non à Trump sur les droits de douane. Pékin lui dit non sur Hormuz. Les contre-pouvoirs judiciaires, diplomatiques, économiques se réactivent simultanément face à une administration américaine qui avait parié sur le rapport de force pur. Ce matin, ce pari montre ses limites et les marchés commencent à l'intégrer.
Pour clore ce tour d'horizon, revenons là où tout se joue aujourd'hui, à Islamabad, où s'ouvrent ce mardi les négociations irano-américaines les plus décisives depuis le début du conflit. Donald Trump maintient des exigences fermes, gel de l'enrichissement nucléaire pour 20 ans, retrait de l'uranium hautement enrichi, levée du blocus d'Ormuz, des lignes rouges que Téhéran refuse pour l'heure de franchir. Et face à cette impasse, eh bien, 5 scénarios se dessinent. Le premier, tenir la ligne. Trump conserve ses exigences au risque d'une rupture qui rouvrirait immédiatement les hostilités. Le deuxième, plus pragmatique, gagner du temps via un mémorandum d'entente et une prolongation du cessez-le-feu, laissant les diplomates travailler dans les semaines qui viennent. Vient ensuite l'option du compromis, la plus complexe, puisque plusieurs pistes circulent déjà chez les négociateurs. Un gel partiel sur 10 ans, puis des recherches nucléaires limitées ou l'abandon des stocks enrichis à 60% tout en préservant les niveaux inférieurs. Reste l'inconnu majeur que personne ne formule à voix haute. L'Iran respectera-t-elle ses engagements cette fois-ci? Et quatrième scénario, si les pourparlers échouent, eh bien, ce serait la reprise des frappes. Elle demeure une menace crédible, mais elle fragiliserait davantage les prix de l'énergie, alimenterait l'inflation et diviserait jusqu'au camp républicain, dont plusieurs élus ont déjà exprimé leur lassitude face à ce conflit. Enfin, l'option, la moins probable mais la plus redoutée par les alliés, l'abandon pur et simple. Trump revendique la victoire, se retire et laisse un régime iranien affaibli mais intact, capable de reconstituer son arsenal nucléaire et de continuer à lever des péages sur le droit d'Ormuz. Un scénario cauchemardesque pour Riyad, Tel Aviv et Bruxelles. Pour les marchés, en tout cas, chaque scénario porte un prix différent. Islamabad dira lequel. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez bien compris, eh bien, c'est la géopolitique avec cette réunion, ce second round de négociations à Islamabad entre les Américains et les Iraniens. J.D. Vance a pris l'avion, on l'a appris il y a un instant, et donc il se rend au Pakistan, donc à Islamabad. Ça, c'est pour la géopolitique. Côté macroéconomie, eh bien, aux États-Unis, on sera attentif au niveau des ventes de détail pour le mois de mars, que ce soit en données mensuelles, donc voilà, important. Et puis sinon, concernant la micro, en France, Thales va publier ses résultats trimestriels, on y sera attentif. Et écoutez, c'est pour l'ensemble de la journée, ce à quoi les investisseurs seront attentifs. Attardons-nous maintenant un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et les bourses européennes ont clôturé en baisse hier, plombées par l'incertitude sur les négociations de paix au Moyen-Orient. Le flou ravive les craintes d'escalade et propulse le pétrole à la hausse. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,12% à 8 331 points. Francfort, le DAX a reculé de 1,04% et à Londres, le FTSE a cédé 0,55%. Les marchés américains ont également clôturé en baisse hier. Après le rallye de la semaine passée, les investisseurs se délestent face à la fin imminente du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Dow Jones a cédé symboliquement 0,01% à 49 442 points. Le S&P 500 a perdu 0,24% à 7 109 points. Le Nasdaq a reculé de son côté de 0,26% à 24 404 points. Enfin, les cours du pétrole ont repris leur marche en avant hier et le mouvement a été brutal. Le Brent a bondi de 5,64% à 95 $ le baril. Le WTI a gagné 6,87% à 89 $ l'unité, deux chiffres qui effacent en une séance la quasi-totalité de la détente observée vendredi dernier. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 avril 2026 et juste après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons les échos de Wall Street de Ludovic Berthola. Tout de suite sur TV Finance.